Alors, avant de commencer la séance de chirurgie interventionnelle pédiatrique, nous avons une conférence par Régis Sisseran. Alors, Régis Sisseran, c'est sûrement déjà un nom qui vous dit quelque chose, qui a fait des études de médecine ou d'anatomie et ne connaît pas le nom de Sisseran, bien évidemment. Et par ailleurs, ça a été un brillant chirurgien de la main, membre supérieur. Il a présidé il y a quelques années la Société française de chirurgie de la main. Mais son intérêt actuel est surtout orienté vers les livres anciens. Il est passionné, c'est un érudit passionné de livres anciens. Et il a retrouvé, tout à fait par hasard et exceptionnellement, l'original du testament de Dupuytren, ainsi que le manuscrit d'un livre d'Henri Mondor parlant de Dupuytren. Et c'est donc à propos de ce testament et à propos de ce livre d'Henri Mondor qu'il va nous donner un exposé sur un personnage emblématique de la chirurgie française, Guillaume Dupuytren. Donc Régis, je te donne la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, et spécialement Madame Christine Crapin, qui a permis que je m'immisce dans cette séance consacrée à la bronchoscopie. Merci de me permettre d'évoquer ici Guillaume Dupuytren à l'heure de son testament, Dupuytren encore et toujours. Et dans cet amphithéâtre, où demain il ne sera peut-être plus question que de transhumanisme, de chirurgie numérique, son esprit souffle encore. Derrière vous, la triste petite rue Dupuytren, à votre gauche, et surtout le réfectoire du couvent des Cordeliers, son premier musée, miraculeusement long. Je dis miraculeusement car ce réfectoire mesure 57 mètres et c'est exactement la durée de vie de Dupuytren, 57 ans. Et si vous levez les yeux, à votre gauche, vous verrez encore la lucarne de la soupente où il vécut 2 ans, famélique et glacé, sans aucune tendresse maternelle et sans soutien. Qui aurait pu croire que 15 ans plus tard, il serait ce jeune chirurgien de 35 ans, hautement cravaté, sanglé dans une redingote aux parements écarlates, est devenu, à l'issue de combats féroces et solitaires dans le marigot des concours, le maître absolu de la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu, un maître sans contrôle, ni mesure, ni d'ailleurs assistante. C'est un homme seul, mais la supériorité est toujours une solitude. Il semble, sur le pont fragile de sa vie, il semble osciller entre le XVIIIe siècle, avec ses saignées, ses sangsues, ses emplâtres émollients, et le XIXe siècle, celui du Pasteur, de Lister, de l'asepsie. Mais le génie a-t-il un âge, et Dupuytren n'est-il pas né 50 ans trop tôt? Merci de vous souvenir, un peuple sans mémoire est un peuple sans défense. Et voici maintenant le testament holographe de Dupuytren. Il est sous vos yeux, il est également dans les mains vigilantes de notre président, vous pourrez le regarder tout à l'heure. C'est une feuille double de 20 sur 30, un peu fripée par nos regards. Cette feuille a quand même presque 200 ans, et il comporte 4 moments d'écriture. Le premier, en octobre 1834, il reste encore un petit espoir de survie, et le 2 janvier, en 1835, ce sont les mots ultimes, les derniers mots qu'a écrit Dupuytren, ce sont les mots d'une vie qui s'en va. S'il fallait le résumer, 3 maîtres mots. Ma vie, c'est l'ordre et le travail. Mon amour, c'est pour ma fille, Adeline. Et mon trait de génie, c'est la formidable importance de l'anatomopathologie. Il n'y a pas de programme médical sans anatomopathologie. Vous vous demandez peut-être, par quel miracle, ce testament historique a pu tomber entre mes mains. Un jour, je me promenais en quête bibliophilique et je découvre chez un libraire ce livre en maroquin rouge, Henri Mondor, Dupuytren, manuscrit 1945. Je l'ouvre, ce n'était pas un livre, c'était un emboîtage, et à l'intérieur de l'emboîtage, 5 petits cahiers, format écolier, comme on en avait au moment de la guerre, avec même une petite notice. Si jamais vous perdez le testament, vous pouvez téléphoner à Madame Daumont, Trocadéro, 67 89, parce que si vous rappellera quelque chose, du moins le plus vieux d'entre nous. J'achète naturellement ce livre de Mondor et demande par amusement au libraire, vous n'auriez pas quelque chose sur Dupuytren? Et un mois plus tard, il me téléphone en me disant, figurez-vous
que j'ai pu acheter le testament holographe de Dupuytren. Je ne sais absolument pas comment cet élément notarié est pu tomber entre ses mains, mais c'est en tout cas, je crois qu'en réalité, le notaire de Dupuytren a eu des problèmes et l'office a dû être un peu démantelé. Alors, dans le détail, que nous allons examiner maintenant, pas complètement, parce qu'il faudrait être archiviste paléographe, et c'est assez difficile à lire, mais j'ai noté les choses les plus importantes. Le testament, donc je vous ai dit à peu près de 2 pages, comporte 5 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est une sorte d'état des lieux, écrit sans ponctuation, 7 lignes, 11 lignes plus exactement, mais il écrit très exactement les mots qui l'éprouvent et qui justifient l'écriture du testament, les légataires universels, Adeline et le comte de Bourbon, son époux, et enfin les 2 éléments clés de sa vie, le travail et l'ordre, et ça sous forme de 2 occurrences, c'est-à-dire que sur 11 lignes, il y a 2 fois ordre et travail. C'est-à-dire l'importance de ces éléments pour Dupuytren. Dans le premier paragraphe, c'est un paragraphe un peu curieux. Il décrit les devoirs de famille, c'est-à-dire quand Marian, sa fille Adeline, avec le comte de Beaumont, il leur avait déjà donné 1 million, puis il leur donne encore 2 millions de francs or, à peu près toute sa fortune, mais avec des conseils de gestion, des conseils très prudents, des conseils type pater familial, c'est-à-dire je vous conseille de ne dépenser chaque année que la moitié de vos revenus, et le reste, vous le mettez en réserve. Et puis une petite note en bas, à gauche, que vous voyez, je demande, et ceci sous la condition expresse, que mon petit-fils, c'était Robert, soit licencié en droit à 22 ans. Je ne le comprends pas très bien pourquoi. Peut-être était-ce un hommage à son père qui était avocat au Parlement, mais en tout cas c'est un petit peu étonnant. Quand on s'appelle Robert, on devient nécessairement orthopédiste, du moins dans les quartiers ouest de Paris, peut-être même dans le 6e arrondissement. En tout cas, je ne sais pas si Robert est devenu licencié en droit, enfin c'est ainsi. La deuxième partie concerne, après avoir longuement évoqué les devoirs de famille, il évoque les devoirs de société. Et la première chose d'entre elles, bien entendu, c'est de donner beaucoup d'argent, 200 000 francs, à la faculté de Paris pour créer une chaire d'anatomie pathologique qui n'existe pas. Mais il se trouve par la suite que cette chaire a été en réalité installée par l'État. Donc les 200 000 francs or n'ont pas été remis à la faculté pour la chaire, mais ils ont été remis au doyen d'Orfila pour en faire le premier musée du Dupuytren, qui est à votre gauche, comme je vous l'avais dit. Il lègue également très vite à la ville de Pierre-Bussière, qui était le berceau de son enfance, il verse 50 000 francs or, pour l'érection d'une fontaine monumentale en bronze qui naturellement portera le nom de son unique amour, c'est-à-dire Adeline. Il lègue également la moitié de ses observations et sa bibliothèque de la maison de Courbevoie de la rue de Richelieu, il les lègue à ses élèves Pigné et Sanson. Enfin, étant donné que James de Rothschild a d'abord été son patient, puis son ami, puis finalement son gestionnaire de fortune, c'est grâce à James de Rothschild que finalement il a eu la fortune qu'il a eue, qui est sans doute moins importante qu'on l'a dit. En tout cas, il lui demande d'être l'exécuteur testamentaire. Ceci étaient donc les 2 parties du 21 octobre 1934. 2 ou 3 mois se passent et vous voyez que l'écriture a complètement changé. Il est de plus en plus malade. À l'issue du voyage en Italie, il a une pleurésie, il aurait peut-être pu bénéficier éventuellement d'une bronchoscopie interventionnelle, je n'en sais rien. En tout cas, il va très mal. Il a déclenché une réno. Et c'est un codicille qu'il ajoute, c'est un codicille de désespoir, c'est un codicille d'angoisse pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il n'a jamais, qu'il n'écrira pas le fameux livre d'anatomie pathologique qu'il avait envie d'écrire et que Cruvellier, qui va avoir la chaire d'anatomie pathologique, pourra écrire, mais il ne l'a jamais fait. Mais il a commencé un certain nombre de choses, un grand livre sur la taille vésicale qui a été publié, c'est un grand livre qui est très beau, extrêmement rare, et il lègue toutes ses observations finalement à ses élèves, à Pigné, à Marloche et Marx, pour qu'ils les reprennent et qu'ils les publient le plus vite possible, en leur demandant de s'entendre afin
que ses livres, la publication ait plus de poids. Et enfin, les trois dernières lignes sont pathétiques, c'est-à-dire qu'il lègue son corps, encore de l'anatomie pathologique, il lègue son corps à M. Brousset et Cruveilhier pour qu'ils en fassent. Alors là, le mot est souligné, je pense que vous ne pouvez pas le deviner, ce mot c'est l'ouverture. Parce qu'en réalité, j'ai découvert sur des lettres qui venaient de Cruveilhier que ouverture est un mot trop long. Est un mot trop long, et on avait l'habitude, au XIXe siècle, de faire une accopode. Comme quand vous dites je vais au cinéma, au lieu de dire je vais au cinématographe, ou je vais prendre mon hélico, au lieu de dire je vais prendre mon hélicoptère. On coupe les trois premières syllabes du mot, c'est une accopode, c'est une trempe littéraire très classique du XVIIIe siècle. Donc ils coupent l'ouverture, ils gardent L' et ils mettent UV. Et dans d'autres lettres de Cruveilhier, même dans une lettre dans le testament de Napoléon, j'ai retrouvé cette chose, faire Louvre, L' UV. Donc c'est une anecdote grammaticale que je voulais vous la raconter. La première chose qui frappe à l'issue de la lecture de ce testament, c'est que sa femme a disparu. Il y a eu beaucoup de problèmes, à peu près au bout de 15 ans de mariage, et Madame Dupuytren, il n'était pas divorcé. Le divorce était extrêmement rare, et Dupuytren n'est pas mort divorcé, sa femme non plus, beaucoup plus tard. Et Madame Dupuytren n'apparaissait pas. Quant au nombre de points d'interrogation qu'il y a sur cette diapo, correspondent à peu près aux aventures cocasses, dramatiques qu'il a pu vivre. Je passe très rapidement sur les deux premières. Un enlèvement, quand il avait 3 ans, il a été enlevé à Pierre-Buffière, sur la place, par une Anglaise un peu hystérique, c'est peut-être un pléonasme, ou un mal d'enfant, et le père quand même l'a récupéré. Il a sauté sur le cheval et le père l'a récupéré au bout de 3 km. C'était la première rencontre féminine de la vie du Dupuytren, il avait 3 ans, et je pense qu'il l'avait oublié. Par la suite, quand il avait 25 ans, son maître Boyer, son professeur d'anatomie, avait une fille qui s'appelait Adélaïde, qui n'était peut-être pas très jolie, mais que son père aimait beaucoup. Et d'ailleurs, Boyer aimait beaucoup Dupuytren, et Dupuytren aimait beaucoup Boyer. Il l'appelait sur les lettres « mon cher père ». Bref, Boyer voulait donner sa fille à Dupuytren. Mais Adélaïde, en question, était déjà amoureuse d'un autre homme, et en plus d'un concurrent qui s'appelait Roux de Dupuytren. Et le matin même du mariage, Mademoiselle Boyer a écrit à Dupuytren, je vous en prie, ne venez pas, j'aime un autre homme, mais n'en parlez pas à mon père. Dupuytren s'est naturellement incliné, il n'est pas allé au mariage, ça a fait des gorges chaudes dans toutes les gazettes locales, il n'y avait pas d'internet à cette époque-là, mais les gazettes, genre le Moniteur des débats, le Moniteur, etc., il y avait beaucoup de racontards de cette espèce, et Dupuytren a été très très mal jugé pour n'étant pas allé à son premier mariage. Mais il s'est rattrapé quelques mois plus tard, il épousait Mademoiselle de Saint-Lambert, qui allait devenir sa femme, on en parlera. Mais auparavant, il faut insister sur l'amour de sa vie, Adeline de Beaumont. C'était la fille parfaite. Elle était jolie, elle était sérieuse, elle était très pieuse. Et un jour, il a écrit « Je n'ai consenti à vivre que pour elle ». C'était quand même un bel hommage pour sa fille. Et de surcroît, Adeline de Beaumont a eu le bon goût d'épouser Louis de Beaumont. Louis de Beaumont était un noble de bonne race, relativement pauvre, mais surtout père de France. Or, Dupuytren a collectionné tous les titres, il en était affamé. Mais il y en a un qu'il n'a jamais pu avoir, c'est le titre de père de France, parce que la pairie n'est pas un titre nobiliaire, c'est un titre qui est conféré par le roi. Or, Louis XVIII n'a jamais voulu conférer ce titre, il a eu d'autres choses, il a eu le baronat, mais il n'a jamais eu le titre de père de France, et Louis de Beaumont devenait son gendre, et son gendre était père de France. C'était une raison supplémentaire pour l'aimer. Donc, Adeline de Beaumont était devenue la femme d'un père de France, qui d'ailleurs son suicide par l'avidité. Parlons un petit peu plus de Madame Dupuytren. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette partie. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans la vie de Dupuytren. On ne sait pas très bien, elle était riche, elle n'était pas très jolie. Au bout de 10 ans, elle a été chassée du domicile conjugal et on ne sait pas très bien pourquoi elle est partie, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Peut-être était-elle jalouse d'Émilie de la Valette, qui a peut-être été un amour du soir de sa vie, on ne sait pas. En tout cas, j'ai découvert un petit livre qui s'appelle Pensées diverses de la baronne Dupuytren, qui n'est pas chez Gallimard, qui est en réalité qui a été publié à Limoges, dans lequel il y a des pensées de Madame Dupuytren. Je vous en cite une, elle n'est pas admirable en elle-même. Elle dit qu'un homme qui s'admire lui-même ne sera jamais
admirateur de sa femme. Bon, je vous laisse. Mais il a eu quand même l'élégance, quels que soient ses sentiments pour son épouse, il a eu l'élégance de lui laisser une rente jusqu'à ce qu'elle meure. Elle est morte en 1866 et toujours elle a été hors du besoin. Et donc c'est une certaine élégance de sa part. Mais surtout, l'acmé de l'itinéraire financier de Dupuytren, c'est le fait d'avoir écrit un jour à Charles X, qui était en exil et qui manquait d'argent: Sire, j'ai 3 millions, un pour vous, un pour Adeline et un pour mes vieux jours. Et vous savez maintenant que Dupuytren n'a pas eu de vieux jours et le roi n'a pas accepté son argent. Cela dit, il était né pauvre. Il est né à Pierre-du-Fier, dans une petite maison qui est rurale, sans prétention, et par la suite, les choses ne se sont pas arrangées. Sa mère, qui n'a eu aucune tendresse pour lui, qui elle-même, je crois, n'avait pas beaucoup d'argent, ne l'a jamais rien donné, si bien que il a vécu les années qui préparaient au préceptorat dans cette soupente qui se trouve au-dessus des fenêtres gothiques, au-dessus des fenêtres à mono, donc au 4e étage du couvent des Cordeliers devant lequel vous passez quand vous arrivez ici le mercredi. Heureusement, Dupuytren avait fait la connaissance d'un porteur d'eau, et ceci est très bien raconté dans la messe de l'Athée de Balzac, l'année qui a suivi sa mort. Il raconte comment Bouillot, son élève, a surpris Dupuytren, qui en principe était athée, et qui rentre par la petite porte latérale de l'église Saint-Sulpice pour faire dire des messes. Et Dupuytren a fait dire des messes pour un porteur d'eau lui-même mort, qui lui a payé ses livres, qui lui a payé de quoi manger, et qui lui a même payé l'impression de sa thèse. Quoi qu'il en soit, devenu chirurgien-chef, il devient relativement riche, grâce à son traitement actuel, grâce aux consultations privées. En tout cas, il ne fut jamais le larbin des riches, ni le rançonneur des pauvres, selon la définition du médecin qu'a donnée un jour Céline. Cela dit, cette fortune, il l'a payée très cher. Il l'a payée par ses maladies, parce qu'il est arrivé après 56 ans. Jusqu'à 56 ans, aucun problème, il allait parfaitement bien, jusqu'au jour où, traversant comme d'habitude la Seine, allant à Hôtel-Dieu, il tombe malade et il fait pratiquement ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Et c'était à l'issue d'une vie trépidante, un peu délirante, avec des journées de 15 heures, avec une idée maîtresse, c'est qu'il n'avait qu'une seule maîtresse, la recherche de la gloire. Et d'ailleurs, Napoléon avait dit, la maîtresse, c'est la gloire. Toujours est-il, c'est devenu malade, il ne peut plus assumer son travail, et des amis lui conseillent de partir se reposer en Italie. Ce fut un fiasco complet. Il part dans une seule calèche avec toute sa famille, 6 chevaux, et il commence à faire un voyage très long. Et il part d'ailleurs avec l'idée qu'il commence à se reposer, et pour lui, c'est le début de la mort. Et il fait un voyage très difficile, très long, de 4 mois environ, à Naples, à Florence, à Rome, parce que ces journées étaient terribles. Le matin, c'était correspondance, l'après-midi, c'était consultation de nouveaux malades avec les correspondants locaux, et le soir, c'était des dîners interminables et des bals masqués. Donc, il est revenu au bout de 4 mois de voyage en Italie, extrêmement fatigué et beaucoup plus mal qu'il n'était parti. Et en plus, en retour, il y avait une pleurésie droite, des calculs rénaux. À ce moment-là, il se posait la question de savoir si on avait ponctionné cette pleurésie. Mais finalement, il a eu peur d'une surinfection et il a écrit « Je préfère mourir de la main de Dieu que de la main des hommes ». Et il va bientôt mourir 8 jours plus tard, mais quand même, c'est extraordinaire de voir que 8 jours avant sa mort, il écrit encore à son père qu'il est possible qu'il y ait une guérison, qu'il est cruel de mourir en ayant une longue carrière devant soi. Donc c'est une curieuse interprétation. Malgré quoi il meurt, funérailles nationales, et c'est peut-être pour lui que son ami Germain de Staël a écrit « La gloire est souvent pour l'homme que le deuil éclatant du bonheur ». Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que dans l'état où il était, il a pu écrire au journal des débats sa propre nécrologie. Et c'est lui qui a écrit « Dupuytren, prince de la chirurgie moderne, marchant le premier partout, souffrait plus de ses chagrins qu'il ne triompha de sa gloire ». C'est quand même une phrase extraordinaire. Et il est vrai qu'il n'a pas laissé grand-chose d'écrit lui-même. Il a écrit sa propre thèse, il a décrit le récit de la mort du duc de Berry, et il nous reste 3 livres. Je voulais quand même achever sur un sourire. Il y a quelques mois,
j'ai découvert encore par hasard une affiche très jolie sur laquelle était écrit « Véritable pommade du docteur Dupuytren pour la conservation et contre la chute des cheveux ». Je n'ai pas très bien compris. Mais j'ai découvert, premièrement, qu'il y avait la même, enfin un autre exemplaire de cette affiche qui se trouvait au musée de Philadelphie. Donc cette affiche n'est pas un faux. Et deuxièmement, que durant sa vie, il a consenti à ce que les gens qui portaient son nom fassent des pommades, des onguents, comme c'était tellement à la mode à cette époque-là. Voilà ce que je voulais vous dire après avoir lu attentivement ce testament. Cet homme était essentiellement actif, mais il avait le courage d'avouer qu'il s'était trompé quelquefois. Sa passion, c'était de faire répéter son nom par tous les moyens. C'était un grand communicant. Il n'avait pas Internet, mais il avait les journaux. Une fois baron, finalement, au bout de sa vie, il opérait de moins en moins. Il se rendait compte que c'était très, très dangereux. Les malades hurlaient de douleur, l'asepsie était douteuse, donc n'opérait que si c'est vraiment nécessaire. Mais il était devenu une machine à ordonnances. Et on les trouve encore. Il est possible d'acheter des ordonnances. Elles sont assez farfelues, avec des onguents, des emplats, tous les drogues possibles, etc. Mais toujours, son titre précédait de sa signature, sauf dans le manuscrit, donc je vous ai tiré la première page parce qu'il faut être archiviste paléographe pour le lire. Et il n'a pas signé baron, il signait simplement Dupuytren. Il était hautain, il était colérique, mais il n'y a peut-être pas de grand homme sans grande colère. Je vous remercie. Merci Régis de nous avoir fait profiter de ce magnifique document et de ta grande culture. Je crois qu'on a tous apprécié.